Bonjour à tous, on va démarrer et la salle va se remplir au fur et à mesure. Je vais d'abord me présenter, je suis Serge Nader, je suis chargé de mission à l'Alliance HQE-GBC. Donc, je ne sais pas si peut-être parmi vous, il y a des personnes qui ne connaissent pas l'Alliance HQE-GBC. Nous sommes partenaires des entretiens du cadre de ville. L'Alliance HQE-GBC est une association reconnue d'utilité publique qui va fêter bientôt ses 30 ans. Et qui réunit et qui représente les professionnels de l'aménagement et du bâtiment engagés pour un cadre de vie durable. Et donc, en 2 mots, les sujets qu'on traite, notamment sur l'adaptation et le financement, vu que ce sont les sujets de la thématique de cette année. En 2021, l'Alliance a publié un cadre de définition de l'adaptation et de la résilience pour le cadre bâti. Et en 2023, depuis 2023, l'Alliance copilote un groupe de travail pour prendre en compte l'adaptation au changement climatique dans les futures constructions, dans le cadre du projet CAP 2030. Donc, ce sont des ressources qui sont à disposition librement, soit sur le site de l'Alliance, soit sur le site de nos partenaires. Et sur le sujet du financement, il y a aussi des travaux qu'on mène. Donc en 2022, notamment, l'Alliance et les certificateurs HQE ont mené une étude pour démontrer en quoi les certifications HQE répondent aux exigences de la taxonomie européenne, notamment sur les enjeux d'adaptation au changement climatique. Et donc, je profite pour faire une petite pub. Le 25 novembre, l'Alliance organise un événement consacré au rôle du financement durable comme levier de création de valeur et de performance responsable dans l'immobilier. Donc, c'est un événement gratuit, mais n'hésitez pas à vous inscrire sur notre site internet. Et donc, pour revenir à notre focus, nous poursuivons cet après-midi notre réflexion sur les modèles économiques de la sobriété. Donc, après avoir parlé du financement des nouvelles filières, des énergies renouvelables, le réemploi, les matériaux biosourcés, le hors-site, ce focus va se concentrer sur un autre pilier, comment financer la renaturation et la biodiversité, et plus largement les projets de territoire sobres et résilients. Donc la question n'est plus seulement de savoir ce qu'il faut faire, parce qu'on le sait déjà, il faut végétaliser, renaturer, favoriser la biodiversité. La question qui se pose, c'est comment financer ces actions dans un contexte de sobriété budgétaire. Donc 3 éclairages complémentaires vont nous aider à avancer. D'abord avec l'ADEME, via le service Plus fraîche ma ville, avec Daniela Sana, chef du service aménagement des villes et des territoires de l'ADEME. Ensuite, comment l'Institut de la transition foncière repense le bilan d'opération pour valoriser la préservation des sols, avec Margot Holvout, déléguée générale de l'Institut de la transition foncière, avec un retour d'expérience d'Antonin Vorkoffer, directeur du développement grand projet urbain chez Altarea. Et enfin, comment la Banque des territoires accompagne les collectivités dans la renaturation via le prêt Gaïa, avec Bastien Champion, responsable du développement des prêts au secteur public local, direction des prêts, Banque des territoires. Donc Daniela, Margot, Antonin et Bastien, merci d'être avec nous. Donc on va commencer avec Daniela. Vous pilotez à l'ADEME le service Plus fraîche ma ville. C'est un outil d'aide à la décision pour les collectivités confrontées aux vagues de chaleur. Donc, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce service, son origine et ses objectifs ? Bonjour à toutes et tous. Merci Serge pour cette introduction. Avant de rentrer dans les vifs du sujet, je vous propose de replanter un peu les décors, même si ça a déjà été évoqué à plusieurs reprises dans la journée. Donc, parmi les impacts du changement climatique, aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé est unanime. Donc, s'il s'agit des défis sanitaires pour le XXIe siècle. Donc, les canicules sont la première cause de mortalité liée au changement climatique en Europe. Donc, ce n'est pas un petit sujet. Parmi les aléas extrêmes du changement climatique, c'est la première cause des canicules. Et quand je parle de mortalité, il s'agit de mortalité pour toutes les espèces, en fait, humaines comme végétales. Aujourd'hui, avec notamment l'effet des forêts,
et puis les canicules, les forêts sont en souffrance et les populations également. Donc 2 à 3 degrés de différence de température en ville par rapport à la campagne, ça c'est l'effet d'îlot d'échelle urbain et ça peut monter donc jusqu'à 10 degrés. Donc aujourd'hui, les canicules sont de plus en plus intenses, fréquentes et précoces. Donc en effet, ce qui est en train d'échanger, ce qui est rare, est en train d'échanger. Donc ces effets ne sont plus anecdotiques, mais concernent toutes les populations et puis de plus en plus fréquemment. Donc la France s'est fixée une TRAC, c'est la trajectoire de réchauffement des références pour l'adaptation au changement climatique. Donc en moyenne, en France, ça veut dire plus 4 degrés en 2100. Donc comment s'adapter à cette nouvelle trajectoire? Et il y a déjà des collectivités qui parlent d'urbanisme et de survie pour s'adapter à cette France à 50 degrés. Donc les coûts d'inaction, parce qu'aujourd'hui on parle dans ces focus donc, des financements et puis des coûts. Aujourd'hui, il est avéré que les coûts de l'inaction est nettement plus élevé donc, que les coûts de la transition écologique. La Cour des comptes vient de publier son rapport sur la transition écologique il y a quelques semaines, et donc il y a les chiffres en appui de tout ça. Et un autre sujet, parce que Serge donc, a évoqué le fait que les solutions, on les connaît, notamment les solutions vertes, et puis le fait de planter, la biodiversité, la nature en ville. Par contre, on sait aussi que d'ici 2050, le changement climatique et le manque d'eau condamnent déjà plus de 2/3 des essences d'arbres. Donc oui, les solutions vertes sont des solutions, mais à quelles conditions, selon quelles modalités, et ne sont pas la seule solution. Et donc ces espèces sont d'ores et déjà en souffrance. Donc on parle aujourd'hui d'actifs échoués, notamment dans des collectivités qui investissent dans ces solutions vertes. Donc une fois qu'on a dit tout ça, bien entendu, donc, dans cette présentation, je vais beaucoup parler d'adaptation, mais ça a été rappelé, moins les thermomètres grimpera, moins l'effort sera grand, bien sûr, à faire sur l'adaptation. Donc, pour répondre à ces constats, l'ADEME, on a travaillé depuis 2 ans donc, sur un service numérique gratuit pour les passages à l'action, pour les collectivités, pour les rafraîchissements urbains. Ce service numérique s'appelle Plus fraîche ma ville, c'est une start-up d'État. Qui aujourd'hui est disponible et qui essaie de répondre à ces constats des multiplications des vagues de chaleur, des risques avérés d'actifs échoués, donc d'actifs et notamment des solutions vertes, et puis les aléas auxquels on fait face par rapport notamment à un climat qui change, et puis des solutions et des contextes locaux qui sont complètement différents. Et ces services visent à faciliter la prise de décision. On parle pour nous des services de prise de décision plutôt de premier niveau. Et puis un module, dans ces services, on trouve plusieurs informations. Déjà, la première question qu'on se pose est comment comprendre. Donc en effet, déjà, comment caractériser cette surchauffe urbaine? Qu'est-ce qu'on cherche à comprendre pour la caractériser? Est-ce que c'est plutôt de la surchauffe? Est-ce que c'est plutôt de la température de l'air, de la température des surfaces, du confort des piétons? Donc comment caractériser cette surchauffe pour mieux la comprendre et ensuite voir comment agir en conséquence. Donc ces services proposent des parcours de décision autour des retours d'expérience qui sont issus du terrain, et puis autour d'un certain nombre de solutions qui sont robustes, avérées et éprouvées. Donc, comme je le disais, la première question qui se pose, c'est comprendre. Trop souvent, en effet, on peut assister à des solutions, notamment pour les solutions vertes, qui ne sont pas basées sur un diagnostic clair, un état vraiment de la situation, des surchauffes. Donc, dans ces services, on a regroupé des outils qui peuvent permettre de mieux comprendre déjà la surchauffe sur son territoire, notamment parce qu'on a développé tout ça en partenariat avec déjà l'AMF, qui a permis de faire en sorte d'exprimer les besoins des collectivités pour répondre aux services qu'on a développés. Et puis avec Météo France et les CEREMA, dans les services numériques Plus fraîche ma ville, vous trouvez les Local Climate Zones qui permettent en effet de voir la sensibilité à la surchauffe de plusieurs milliers de communes en France. Donc déjà, ça permet de donner une première information assez robuste sur la sensibilité à la chaleur des collectivités. Première question, à quel point ma commune
est sujette à ces problèmes. Ensuite, vous trouvez également le Climadiag de Météo France qui permet de faire des projections des surchauffes donc, à l'horizon 2030, 2050, 2100. Et donc, ces projections de Météo France permettent également de justement s'adapter en fonction du climat futur, parce que comme je le disais, souvent, ces solutions vertes sont inadaptées et sont condamnées dès le départ à cause du climat qui change et notamment de la tension sur la ressource en eau. Une fois qu'on a déjà posé ces questions de compréhension pour voir à quel point donc, je suis concernée par ces problèmes, il s'agit donc de passer à l'action. Pour passer à l'action, donc une fois que j'ai compris les degrés de sensibilité, il s'agit de faire un bon diagnostic. Qu'est-ce que je cherche donc, à diagnostiquer? Comme je le disais, par rapport aux températures de l'air, température des surfaces, etc. Ensuite, donc, comment trouver une solution adaptée? Et puis, donc, comment je peux aussi créer un projet de rafraîchissement urbain? Donc, je vais expliquer ces différents modules qu'on peut trouver dans les services. On pense que pour s'inspirer, rien ne vaut mieux que s'inspirer donc, de l'exemplarité de ses pairs. Et donc, on retrouve une série donc, de projets, donc environ une cinquantaine de projets qui sont réalisés par les collectivités. Ils sont caractérisés, ces projets, par notamment ce qui a réussi, mais aussi ce qui n'a pas réussi. On appelle ça les OUPS. Et donc, il s'agit en effet de voir à quel point certaines solutions, lors de leur mise en œuvre, finalement, ont donné des problématiques, notamment, comme je le disais, par rapport aux problématiques d'entretien, du fait que souvent les services et collectivités font face à un certain silotage qui fait que les services paysages n'est peut-être pas parlé au service urbanisme. Et donc, on n'a pas pris en compte, par exemple, des coûts d'entretien, des coûts ensuite d'exploitation, de nettoyage, qui font même que des fois, ça nous est arrivé donc à avoir des solutions vertes qui sont enlevées car dérangées les citoyens, car salissant, etc. Et surtout, donc, les solutions sont après, je pense. Donc, je vais continuer. Donc, par rapport aux solutions. Donc, les solutions, je disais, elles sont caractérisées notamment par ce qu'on appelle donc, les potentiels de rafraîchissement attendus. L'idée, c'est de dire qu'il y a des solutions qui sont avec un fort potentiel de rafraîchissement et sur lesquelles on peut s'engager rapidement, mais peut-être il y a un coût supérieur. Donc, il s'agit toujours de voir comment mixer ces différentes solutions. Donc, on les a caractérisées comme des solutions vertes, donc on en a beaucoup parlé, hein, donc tout ce qui concerne donc, les arbres, les arbustes, les essences vertes. Et puis les solutions bleues qui sont plutôt celles qui font recours à l'eau. Les solutions grises qui concernent plutôt la morphologie urbaine, le fait d'utiliser donc, des peintures en albédo supérieur, et puis le fait de désimperméabiliser, par exemple, un parking, et puis tout ce qui est solutions douces, qui ont plutôt trait au changement des comportements, le fait d'ailleurs d'intégrer aussi dans un PLU une OAP, une orientation d'aménagement des programmations qui intègre la biodiversité, est considérée ici aussi dans une solution douce. Dans ces fiches, on trouve également donc, une estimation des coûts d'investissement et d'entretien. On parle beaucoup depuis ce matin des surcoûts pour la transition écologique. J'ai pensé que depuis 20 ans, on parlait plutôt des coûts globaux et des coûts évités qu'il faut intégrer justement dans ces surcoûts. Donc, moi, je préfère parler des surinvestissements, je ne suis pas la seule. Et donc, il s'agit de voir notamment aussi cette estimation des surinvestissements au départ, mais qui seraient donc compensés par des coûts évités. Et dans les solutions, on retrouve également donc, tout ce qui est coûts d'entretien qui sont souvent sous-estimés et qui condamnent parfois certaines solutions. Donc, on parle ici des financements. Donc, les financements, en effet, ils ne sont pas via la solution Préfrèche ma ville. Préfrèche ma ville fait une sorte de parcours pour indiquer quels seraient aussi les financements les plus appropriés en fonction des solutions disponibles. Et ce matin, dans la plénière, vous avez entendu parler, Baptiste Périssan-Faber, de la mission adaptation. Donc l'idée, c'est de dire qu'il y a un parcours adaptation qu'on peut suivre. Les rafraîchissements et donc le Préfrèche ma ville en fait partie, c'est une brique. Et, il s'agit de voir quelle est la décision et ensuite orienter vers les financements qui seraient les plus appropriés, notamment par exemple auprès des agences de l'eau via les fonds verts.
Une chose que je n'ai pas dite suffisamment certainement, c'est le fait qu'il faut combiner des solutions. Donc, il n'y a pas de solution unique. Et c'est que les paris gagnants, c'est le fait de combiner plusieurs solutions qui peuvent permettre de maximiser l'effet de fraîcheur en fonction donc, des conditions de départ. Donc là, il y en a quelques-unes que j'ai citées, donc des revêtements à albédo élevé, le fait donc de planter des arbres. Et pour planter des arbres, on a aujourd'hui, grâce à des travaux qui sont menés par notamment Plantécité, je vous invite à regarder sur les fluoroscopes. On peut aujourd'hui disposer de plus de 2000 essences dont on a estimé les potentiels donc, climatiques. Donc, comment caractériser les essences grâce à leur potentiel donc, climatique, donc avec des indices notamment de résistance au climat futur, de résistance à l'absence d'eau. Donc aujourd'hui, on est en capacité, en tout cas on a des données qui permettent de choisir les essences en fonction donc, des climats futurs et des conditions locales. Et ensuite, donc, plutôt des solutions grises, comme je disais, des désimperméabilisations, par exemple d'un parking ou d'une cour d'école dont on parle beaucoup, et vous trouverez de nombreux exemples sur les sujets. Donc l'espace projet. L'espace projet, dans les services, on peut créer un projet pour voir justement selon quel parcours je peux faire mon diagnostic, choisir des solutions, estimer leurs coûts, et ça doit servir de guide pour un élu et pour un agent technique en particulier pour caler un peu son cahier des charges, pour ensuite aller chercher donc, la prestation et les partenaires qui est les plus appropriés pour mettre en place ces solutions. Et les partenaires financiers via notamment, je répète, les agences de l'eau et via les fonds verts. Donc on peut créer son projet et on peut les partager avec ses collègues. Donc on peut en effet visualiser les projets que d'autres collectivités ou d'autres collègues dans son service ont créés pour pouvoir justement échanger l'information et avoir un projet qui soit partagé et pas siloté entre les services de la collectivité. Donc ça, c'est un exemple des parcours utilisateurs. Donc c'est Madame Didier, elle est directrice générale des services de la commune de Hyères. Elle cherche des solutions concrètes pour armer sa ville face aux vagues de chaleur. Mais elle s'interroge sur à quel point je suis concernée, comment je priorise les rafraîchissements urbains dans mon service et dans ma commune, parce que pour l'instant, ça n'était pas le cas, parce que je ne suis pas concernée, je suis en Bretagne. Voilà, du coup, ce n'est pas le cas, je suis dans le sud de la France. J'aurais pu choisir d'ailleurs plutôt une collectivité dans le nord de la France pour montrer à quel point le nord de la France aussi est plus que concerné par les problèmes des canicules. Prioriser donc les actions, faire les tri entre les solutions, s'inspirer donc d'autres collectivités qui ont fait des choix et comment je finance mon projet. Donc grâce à l'ensemble des informations dont je vous ai parlé, en effet, on trouve comme solution une orientation, donc une aide à la décision des premiers niveaux par rapport aux solutions que je peux choisir, des collectivités qui ont fait des choix et des projets qui sont proches par rapport aux enjeux que je me suis donnés, et aussi des contacts par rapport à d'autres projets, notamment en termes d'entreprises, des bureaux de maîtrise d'œuvre qui pourraient m'accompagner. Là, c'est un panorama des projets à date. Donc, aujourd'hui, il y a environ 520 collectivités qui gravitent autour des services numériques, environ 800 élus, agents des collectivités. Vous voyez un peu les statistiques par rapport au parcours que j'ai cité. En effet, il y a les cours d'école sont des projets qui sont qui émergent beaucoup dans les services. Ensuite, les places, les rues, les parkings, les espaces verts, les bâtiments et les ronds-points. Et aussi la répartition des projets par niveau de maturité, car en effet, il y a vraiment un questionnement, des priorisations à faire par rapport à ces solutions. Et pour terminer, on a donné la possibilité aux collectivités qui s'engagent sur ces questions de rafraîchissement aussi de les faire sur la durée. Donc, on est parti sur un système de chartes d'engagement que l'ADEME signe via Plus Fraîche Ma Ville avec les collectivités. Nous avons déjà plusieurs dizaines de collectivités qui sont en cours de signature ou qui ont signé, via notamment des accompagnements qu'on a pu faire dans le cadre d'appels à manifestation d'intérêt, notamment en région Occitanie, ou avec des quartiers prioritaires de la ville via les partenariats que nous avons avec l'ANRU.
Et donc, je vous invite à consulter les services numériques plus fraîches Ma Ville. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Daniela. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Merci, bonjour. Merci pour votre présentation. J'avais une question en fait. Est-ce que vous pourriez développer davantage sur les cas où ça ne marche pas? Quels sont vraiment les déterminants? J'ai compris que l'un déterminant était vraiment que l'effet silo, le fait que les services ne se parlent pas, notamment entre les services études et les services d'entretien. Est-ce que vous avez d'autres points clés, leviers qui n'ont pas été actionnés, des points qui montrent que c'est pour ça que ça n'a pas marché? Et quelles solutions vous mettez en place dans cet outil pour les faire comprendre et les éviter? Des exemples, j'en ai plusieurs. On peut parler par exemple d'une façade végétalisée à Marseille sans prendre en compte le Mistral qui a été totalement éradiqué, donc qui a dû être du coup démantelé aussi vite qu'après sa mise en œuvre. On peut parler également par exemple des peintures des surfaces blanches qui ont un albédo fort, donc qui peuvent réduire en effet l'effet de stockage de la chaleur, par contre qui éblouissent les piétons. Donc en fait, il s'agit de voir déjà aussi quelles sont donc, les mauvaises mises en œuvre à éviter par rapport à l'utilisation. Et aussi, donc, comme je l'ai cité, il y a beaucoup d'exemples autour des solutions vertes et du fait de ne pas avoir anticipé, par exemple, des coûts d'entretien ou des tensions sur la ressource en eau. Donc, le fait de les catégoriser, de les répertorier, c'est déjà un premier niveau d'information. Donc, ça, c'est dans la partie REX, donc retour d'expérience. Et dans la partie solutions, les solutions sont très détaillées. Donc, en effet, vous trouvez ce type d'informations pour point de vigilance pour la mise en œuvre. Donc, c'est dans la description de chaque solution que vous trouvez des réponses à ces interrogations. Et c'est toujours un peu un aller-retour entre les retours d'expérience et c'est ce qu'on peut connaître sur la base. En fait, la force de ces services, c'est qu'on a capitalisé des années de travail et d'expertise autour du rafraîchissement urbain. Donc, on n'a rien inventé, mais on a permis d'avoir un accès rapide, pédagogique et facile à un ensemble de ressources qui étaient jusqu'à là dispersées. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je veux bien en poser une. Oui, allez-y. Merci beaucoup pour la présentation. Est-ce que j'ai pensé à deux questions en fait. Je suis droit à deux? Ouais, les deux. La première, c'est est-ce que j'ai bien compris que finalement, en termes d'investissement, c'est pas beaucoup plus cher, voire ça peut revenir moins cher, ce qui veut dire que la mise en place de ces solutions, finalement, c'est un coût d'investissement relativement faible. Quand on prend une commune, elle prend son budget, elle a l'école, elle a le chauffage, elle doit changer ses transports en commun, c'est des budgets monumentaux. Là, adapter la ville, dans le cadre où elle refait sa place centrale, finalement, le surcoût, il est relativement faible. Est-ce que c'est bien comme ça qu'on doit le voir? Et du coup, après, par contre, le report, il se fait sur l'entretien, où il faut prévoir peut-être plus de main-d'œuvre et en effet prendre soin des arbres et des espèces vivantes qui vont rafraîchir. Donc ça, c'est ma première question, pour être sûr que j'ai bien compris. Et la deuxième, c'est est-ce que tu aurais un exemple où ça a super bien marché, on a vu la température baisser, tout le monde venir se rafraîchir dans un endroit qui a été bien aménagé? Ok, merci. Ce qu'il faut comprendre, en effet, que les surinvestissements, souvent, en effet, sur cette partie études, et c'est ce qu'on a relevé par rapport au retour d'expérience, c'est que le coût global n'est pas beaucoup plus élevé parce que souvent, dans ces projets d'adaptation, par exemple, je prends celui qui est le plus connu, celui des cours d'école, et les cours qu'on appelle les cours Oasis, la partie vraiment relative au volet adaptation, c'est un pourcentage très faible, et en effet, c'est tout le reste
des projets, par exemple, du fait de réaménager pour les élèves, pour éviter les espaces genrés, pour mettre en place des aires d'aménité, etc., ou la rénovation de la façade de l'école. Donc, en fait, souvent, ces projets doivent rebondir sur c'est l'opportunité d'intégrer l'adaptation dans des projets qui, en effet, ils seraient faits en tous les cas. Et ce qui est le plus cher, donc ça n'aura pas été la désimperméabilisation de la cour d'école ou la renaturation, ça aurait été tout le reste. Donc le fait de ne pas l'avoir pensé en amont, par contre, avec les budgets études, ça aurait été l'opportunité loupée qu'il faut éviter. Et par rapport à la deuxième question, souvent, moi j'aime bien, il y a l'exemple, par exemple, du parc des Éganots de Marseille, qui a en effet permis de remettre à la lumière donc, un cours d'eau qui joue à la fois donc, cet effet de rafraîchissement, les solutions vertes, et puis l'aménité qui a été amenée avec une fréquentation vraiment accrue du lieu, fait qu'en fait on a coché un peu toutes les cases. On a utilisé l'ensemble des solutions, et puis surtout, il y a aujourd'hui une fréquentation de ces lieux qui porte satisfaction et qui a vraiment montré qu'on a amélioré le cadre de vie des citoyens, c'était ce qui était l'objectif in fine. Merci. On va passer à la deuxième présentation avec Margot Olvoet. L'Institut de la transition foncière a développé le BOTF, Bilan d'opération de transition foncière. Donc, c'est un nouvel outil qui remet la valeur des sols vivants au cœur du modèle économique de l'aménagement. Margot, qu'est-ce que le BOTF et comment ça fonctionne ? Oui, merci beaucoup et merci pour les questions précédentes sur les coûts parce que voilà, on a une bonne transition sur cette question qui a déjà été pas mal abordée dans cette salle et dans les autres salles. Nous, on se place effectivement dans cette catégorie de comment est-ce qu'on lève les freins à l'action et c'est ce qu'on essaie de faire avec ce bilan d'opération à l'Institut de la transition foncière. Alors, un mot avant sur l'Institut, qu'est-ce que c'est ? On est une association qui est reconnue d'intérêt général, qui a un objectif, celui de préserver les sols vivants. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse en particulier aux sols ? Pour nous, c'est tout simplement la condition d'habitabilité de la planète, que ce soit pour les enjeux de biodiversité, pour des enjeux d'alimentation, des enjeux d'eau et d'adaptation au changement climatique, évidemment, mais également des enjeux d'atténuation du changement climatique, puisque les sols sont le premier réservoir de carbone terrestre aujourd'hui. On a une démarche à l'Institut qui est celle de rassembler tous les acteurs qui vont avoir un impact à un moment ou à un autre sur les sols. Vous avez ici les cinq collèges qui sont représentés au sein de l'Institut et qui constituent aussi notre gouvernance. Et donc tous les projets qu'on mène sont menés avec tous ces types d'acteurs. Et en particulier, donc, le bilan d'opération de transition foncière que je vais détailler dans un instant a été mené avec notamment des promoteurs, en particulier Altaria, qui est ici également pour présenter le bilan. Et côté État avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires. À l'Institut, on a un parti pris qui est celui d'essayer de lever les freins opérationnels à la transition foncière, ou autrement dit à la préservation et à la renaturation des sols. Donc on va essayer d'identifier qu'est-ce qui, dans les prises de décision des acteurs, fait qu'à un moment donné, on va décider d'avoir un impact négatif ou positif sur les sols et essayer de construire avec ces collectifs d'acteurs les bons outils qui vont s'intégrer dans les pratiques déjà existantes pour avoir un impact positif sur les sols. Donc ça, c'est la démarche générale de l'Institut. Et donc, on a ce cycle d'activités qui part de la recherche, avec une chaire de recherche qu'on a co-créée, l'incubateur d'outils et d'études, et ensuite, on a un portage de ces résultats en plaidoyer. Donc, on va essayer de faire généraliser les bonnes pratiques, ou bien qu'on aura observées, ou bien qu'on aura créé ou contribué à créer. J'en viens donc à cette fameuse question du modèle économique et des coûts. Le constat, vous le connaissez, on en a déjà beaucoup parlé durant cette journée, c'est que voilà, il est difficile de trouver un modèle économique à la sobriété foncière. Autrement dit, en général, les projets de renouvellement urbain vont présenter un certain nombre de surcoûts, que ce soit lié à de la dépollution dans des friches, que ce soit lié à de la réhabilitation de bâtis. Et en gros, on va souvent avoir des projets en artificialisation parce qu'ils vont être moins chers que le renouvellement urbain. Vous connaissez ça très bien. Mais nous, l'intuition qu'on a eue à l'Institut, c'est qu'en réalité, cet état de fait, il existe parce qu'on n'intègre pas un certain nombre de coûts cachés, d'externalités négatives en réalité, notamment quand on fait une artificialisation des sols sur une terre agricole, une terre naturelle. En fait,
en dégradant les sols, on intègre des coûts cachés liés à la destruction de la biodiversité, à la rupture du cycle de l'eau, à l'incapacité qu'on va avoir à produire de l'alimentation. Et à l'inverse, dans les projets de renouvellement urbain, on a des externalités positives qui sont celles de ne pas détruire les fonctions des sols. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est d'internaliser, c'est-à-dire d'intégrer dans les bilans d'opération, donc l'outil qui est utilisé déjà par tous les promoteurs et les aménageurs, même si chacun a son format, sa méthode, mais globalement tout le monde utilise un bilan d'opération. Et donc c'est d'intégrer dans ce bilan les externalités négatives, mais aussi les externalités positives, donc quand on fait du renouvellement urbain et qu'on évite la dégradation des sols, ou même quand on fait de la renaturation. Alors, je vais rentrer un tout petit peu dans le détail de la méthodologie. Comment est-ce qu'on fait ça ? Ici, vous avez à gauche un terrain avec un parking, un jardin et puis un bâtiment. Ça, c'est l'état initial. À droite, vous avez un projet projeté qui a 3 types de surfaces. Donc, la première étape de notre méthodo, c'est de qualifier les 3 surfaces différentes dans le projet. Là, vous avez la première surface en bleu qui est celle du projet qui intègre du renouvellement urbain. Donc là, une réhabilitation et une surélévation. Là, on va considérer qu'on a une surface qui correspond au mètre carré d'artificialisation évité. Donc ce qu'on ne va pas artificialiser grâce au renouvellement urbain. Vous avez une deuxième surface qui est en vert, qui est là, en l'occurrence, une renaturation d'un parking. Donc là, ça va être tout simplement les mètres carrés de sol renaturés. Et enfin, la troisième surface ici, qui est en rose, c'est l'artificialisation nouvelle. Donc, la troisième surface qu'on mesure, c'est les mètres carrés de nouvelle artificialisation. Une fois qu'on a découpé le projet en ces 3 surfaces, ce qui est relativement simple, on va faire un diagnostic de qualité des sols sur le projet. On va établir quel est le seuil de bon état écologique de ce sol, parce que vous savez qu'en fonction d'un lieu ou d'un autre, on ne va pas avoir le même type de sol, mais on ne va pas non plus avoir la même qualité de sol. Donc on fait ce diagnostic. Et puis, le prestataire qui va réaliser le diagnostic de qualité des sols, on lui demande de nous faire des devis de renaturation. Donc sur la partie qui va être nouvellement artificialisée, on va avoir un devis qui va dire à l'issue du cycle de vie du projet, si on est en contexte ZAN ou séquence éviter, réduire, compenser, à la fin de l'opération, si on prend le cycle de vie dans son ensemble, combien ça me coûterait de renaturer ce sol. Et c'est ça, nous, qu'on utilise pour chiffrer la dette écologique. On a choisi cette méthodologie parce que, du coup, ça nous évite de rentrer dans des débats de financiarisation de la nature, de financiarisation des services écosystémiques, de dire le fait de ne pas être en capacité d'infiltrer l'eau, ça coûte tant, ou le fait de ne pas produire de l'alimentation, ça coûte tant, ou un kilo de vers de terre au mètre carré, ça coûte tant. Voilà, on n'a pas voulu rentrer dans ces débats qui pourraient durer longtemps. On s'est dit, voilà, c'est tout simplement un devis de travaux. Donc si je reviens sur mon projet, si ça fonctionne, voilà. Si je reviens sur mon projet, vous avez donc 3 nouveaux coûts dans votre bilan. Vous avez 3 nouvelles données financières dans le bilan. Vous avez un premier coût qui est celui donc de la dette écologique, donc ce devis de renaturation, mais vous avez aussi 2 autres données financières qui sont la dette évitée, donc le devis de renaturation que vous n'aurez pas à assumer, et puis le devis de renaturation qui, pour le coup, aura déjà lieu dans le cadre de votre projet. Alors, ce que ça permet, tout ça, ça permet plusieurs choses. D'abord, pour le porteur de projet en lui-même, ça lui permet de discriminer entre différents scénarios du même projet. Et donc, ça fonctionne comme un outil d'aide à la décision pour dire, là, j'ai un scénario de projet qui va avoir un moindre impact sur les sols et je le vois vraiment financièrement dans mon bilan, ou même un impact positif sur les sols si j'ai fait que de l'évitement ou que de la renaturation ou de l'évitement et de la renaturation. Ça, c'est la première chose. Pour le porteur de projet, ça lui permet aussi de valoriser ces pratiques vertueuses dans une réponse à appel d'offres, à appel à projet, dans ses relations avec les collectivités. Ça, c'est le second objectif. Mais également, ça lui permet et ça c'est un de nos éléments de plaidoyer, l'idée derrière, c'est aussi de pouvoir flécher des fonds publics existants, par exemple le volet friche du fonds vert, de pouvoir flécher ces fonds publics-là vers vraiment
déjà les projets les plus vertueux, mais aussi les parties des projets, de dire, voilà, ce financement, il va aller sur la dette écologique évitée ou la dette écologique réduite, c'est-à-dire la renaturation. Donc là, on essaie d'aller vers un vrai signal de marché en faveur de l'évitement et de la renaturation. Et enfin, l'idée derrière, c'est aussi de vraiment avancer vers la création d'un véritable modèle économique de la sobriété foncière, cette fois-ci à l'échelle vraiment nationale, avec un fonctionnement de bonus-malus dans les opérations d'aménagement, où l'idée c'est d'aller vers une collecte de la dette écologique, donc comme un malus sur les opérations les plus artificialisantes, et à l'inverse de fournir un bonus, donc une nouvelle recette pour les opérations en évitement ou en renaturation. Et donc de sortir de cette impasse dans laquelle on est parfois sur les projets en renouvellement urbain ou en renaturation qui ont du mal à trouver leur modèle économique. Un dernier mot sur où on en est dans ce projet. Donc on a fait toute une démarche de groupe de travail pour affiner cette méthodologie. On a produit un premier livrable intermédiaire qui la présente plus en détail, qui se trouve sur notre site internet. Et là, on est en train de conclure une phase de test avec 4 opérations, 4 territoires. On travaille notamment à Montbrison, en Auvergne-Rhône-Alpes. On est sur 2 opérations de l'Agence nationale de la cohésion des territoires dans le cadre du plan de transformation des zones commerciales, dont Antonin va parler à l'instant, et puis une opération aussi de logement social à Corbeil-Essonnes. Et donc, on termine ces tests, ce qui nous permet de voir justement quels sont les montants un peu en jeu. Est-ce que c'est effectivement des montants qui peuvent être correctifs? Et la réponse est oui. Donc c'est intéressant à ce titre-là. Et on va présenter le résultat des 4 tests le 5 décembre au Sénat, avec donc les différents porteurs des tests et une discussion avec plusieurs des sénateurs qui travaillent actuellement sur le ZAN. Voilà. Et je vais donc donner la parole à Antonin pour illustrer. Antonin Vorkoffer, vous avez testé le BOTF sur une opération concrète avec Altarea. Donc, comment cela s'est-il passé concrètement sur le terrain? Très bien, en effet, merci. On a eu l'occasion de tester ce bilan. Peut-être juste avant de commencer, quelques éléments de présentation sur Altarea, juste pour que vous puissiez comprendre et appréhender le contexte dans lequel nous intervenons généralement et la manière avec laquelle on a approché ce bilan opérationnel de transition foncière. Altarea, peut-être que vous connaissez le groupe dans la salle, donc un groupe de promotion immobilière qui traite des sujets résidentiels, commerce, tertiaire et plus récemment photovoltaïque, avec la spécificité que quasiment 70% de notre chiffre d'affaires est aligné avec la taxonomie européenne. Au sein de ce groupe, finalement, mon équipe, Altarea Développement Urbain, intervient à la croisée des chemins, puisqu'on traite d'opérations de grande envergure, et on met nos savoir-faire et toutes les briques programmatiques que le groupe a capacité à traiter au service des collectivités pour travailler des opérations d'aménagement. C'est le cas, par exemple, à l'image de celle de Toulouse, dans le quartier Guillaumet, avec une renaturation assez forte et une plaine de jeu que vous avez à l'image. Voilà pour le contexte. Pour poursuivre notre cheminement qui nous a amené à nous rencontrer avec l'ITF, et puis vous allez comprendre où je veux en venir, depuis 2018, notre équipe utilise le diagnostic écologique, donc nous travaillons avec différents écologues, pour développer la biodiversité de nos projets. Ça nous permet de hiérarchiser les enjeux de biodiversité sur l'ensemble des friches qu'on nous sommes amenés à traiter et poser des schémas de cohérence écologique. Donc ce diagnostic qui nous a beaucoup aidé dans la manière avec laquelle on a abordé la transformation d'un certain nombre de friches, dans l'objectif de respecter la trame brune, la trame verte, la trame bleue évidemment, et finalement de maximiser notre effet positif sur la biodiversité. Cependant, ces efforts, bien que louables, nous ont permis d'imaginer un certain nombre de parcs et d'opérations vertueuses, comme celle de Blossom Park à Rouen. On est sur un projet de 2 hectares sur lequel on retrouve un certain nombre de logements, environ 600, et surtout au-delà de ça, un parc d'1 hectare qui s'implante en lieu et place en reprenant un certain nombre d'arbres à préserver avec des enjeux de biodiversité importants. Et donc, il s'est arrivé à une des conclusions du développement de ce projet, mais donc voilà, on a été très vertueux sur le volet de la biodiversité. On engage de nombreux frais pour aménager au mieux ce quartier, mais finalement, dans notre équation budgétaire, on n'a pas trace. Ça permet évidemment de convaincre les riverains, de convaincre une collectivité d'avancer, mais comment pourrions-nous essayer d'intégrer ces coûts aujourd'hui très vertueux dans l'équation budgétaire? Ça a été notre point de rencontre avec l'Institut de la transition foncière.
et qui nous a donc amené à travailler sur l'outil du bilan et à le tester sur plusieurs fonciers, avec la question à laquelle nous étions posés à l'époque, en fonction de nos choix d'aménagement, le sol ne pourrait-il pas devenir une recette du bilan d'opération et non place cantonnée à un coût, celui d'une charge foncière, d'éventuellement coût de pollution, de fondation spéciale et d'aménagement. Un raisonnement finalement assez pragmatique, peut-être un peu froid, mais qui nous a amené à travailler l'outil du bilan de transition foncière. Pour ce faire, on s'est intéressé chez nous en interne à 2 fonciers et à une thématique qui nous est chère en ce moment, celle de la transformation des centres commerciaux en quartiers mixtes. Il y a 2 projets en particulier qu'on a été amené à traiter et à tester à l'aune du bilan de transition foncière, le centre commercial Beaujoire à Nantes et celui qui nous a réunis à Massy, le centre commercial -X%. Comme vous le voyez à l'image, ces différents projets, ils ont l'atout par rapport au test du bilan de transition foncière d'être aujourd'hui des fonciers extrêmement artificialisés, sur lesquels le bilan, je dirais un peu intrinsèquement, aura plutôt une visée positive. Donc ça nous permettait un peu de tester le modèle dans un cas plutôt positif, et dans les mois à venir, on aura l'occasion de le tester sur des cas qui le seront peut-être un peu moins, pour voir quelles sont les limites et comment du coup on pourra améliorer l'outil. En tout état de cause, grâce au bilan de transition foncière, on a pu faire varier nos plans d'aménagement en densifiant plus ou moins, en mettant plus ou moins de pleine terre, et de voir les impacts que ça avait sur l'équation entre les différents niveaux de dette écologique portés par le bilan de transition foncière. Ce qui nous amène aujourd'hui à différents scénarios et avec une projection de bilan faite sur chacun d'eux. Et la projection de bilan, pour nous on continue d'avancer, des sondages sont en cours et on continue de travailler, mais permet de créer des écarts de quasiment 10 à 20% entre les scénarios, ce qui est non négligeable dans l'usage de l'outil. En conclusion, ce bilan de transition foncière, il nous permet d'objectiver, de comparer nos choix d'aménagement, en plaçant non plus uniquement la biodiversité, les espaces verts et la pleine terre, mais cette fois-ci le sol au cœur du dispositif, avec une dimension du temps, puisqu'on parle d'une dette écologique, donc sur un temps de fonctionnement du projet, ce qui jusqu'ici n'était pas présent dans nos équations budgétaires et dans nos réflexions. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, le micro, s'il vous plaît. Merci pour votre présentation. J'ai 2 questions en fait sur ce BTF. Est-ce que ça rentre dans une dynamique, peut-être que j'ai mal compris, mais est-ce que ça rentre dans une dynamique où ça peut se rapprocher d'une dynamique de financiarisation des espaces de renaturation, un peu comme les crédits carbone, mais est-ce que c'est compatible ou c'est vraiment une démarche complètement autre? Et enfin, est-ce que vous avez identifié des cas où ça ne marchait pas, où l'équation ne se faisait pas, des bilans types où il faut voir un autre modèle ou le retravailler parce que un cas où ça ne marche pas en fait? Est-ce que vous avez des exemples? Merci. Alors pour la première question sur la financiarisation, on a essayé vraiment d'éviter cet écueil-là avec justement cette stratégie, cette méthodologie d'intégrer un devis de travaux. Encore une fois, on ne chiffre pas les services écosystémiques, on ne chiffre pas les fonctions des sols, et on est vraiment sur une méthodologie qui se fait à l'échelle du projet. Donc ça s'intègre difficilement dans un marché carbone ou quoi. Pour autant, nous, la logique, c'est d'aller, comme je le disais, vers un système de bonus-malus entre opérations, en fait, en disant des opérations artificialisantes qui ont une grosse dette écologique, si on en organise la collecte, permettront ensuite de financer des opérations en renouvellement urbain ou en renaturation qui sont déficitaires. Donc, il y a une forme de marché qui peut se faire à ce niveau-là, mais qui est quand même très distinct dans son fonctionnement des marchés carbone, par exemple. Nous, ce qu'on promeut, c'est plutôt que ça se fasse d'ailleurs au niveau régional, en fait, ces banques de compensation. Enfin, ces banques de... en fait, je dis banque de compensation parce que pour l'instant, on a des exemples, par exemple, en Grand Est, qui testent, qui cherchent à préfigurer ce type de structure de compensation. Ça peut se faire par d'autres types de structures, mais en tout cas, au niveau régional, plutôt, pour organiser cette collecte et redistribution des bonus et des malus. Sur la question
est-ce qu'il y a des opérations sur lesquelles ça ne fonctionne pas? Alors là, on a testé donc sur 4 opérations. On aimerait élargir davantage les tests. On a fait sur 4 opérations qui sont assez différentes, entre un projet totalement en renaturation sur Montbrison, des projets complètement en renouvellement urbain, des projets plutôt mixtes, des projets plutôt de logement, des projets... Donc voilà, on a fait quand même une diversité de projets, mais pour autant, on aimerait en tester davantage, justement pour voir s'il n'y a pas des projets sur lesquels on aurait certaines limites. En tout cas, à ce stade, on n'a pas rencontré de limites majeures dans son usage, quoi. D'autres questions? Alors moi, j'en ai une. Margot ou Antonin, selon vous, est-ce que ce modèle pourrait un jour devenir un standard demain? Ou quels sont les freins à lever pour que ça devienne? On l'espère et on y travaille d'arrache-pied. C'est un projet en tout cas qui suscite beaucoup d'intérêt, que ce soit du côté privé ou côté public, parce que depuis le ZAN 2021, tout le monde se pose la question du modèle économique de la sobriété foncière et qu'on n'a pas beaucoup de réponses qui ont été vraiment mises sur le marché et à disposition des acteurs. Celle-là en est une. Donc on le présente très régulièrement. L'événement public de présentation, il sera au Sénat, c'est pas complètement par hasard. Il y a un fort intérêt des sénateurs sur ce sujet-là. On le présente aussi régulièrement dans les ministères, etc. On a, au moment des discussions sur la proposition de loi Trace, eu des amendements qui ont été déposés par des sénateurs pour réaliser une expérimentation plus large de ce bilan d'opération. Donc voilà, il y a des signaux quand même qui nous montrent que ça peut éventuellement atterrir très concrètement. Après, on n'y est pas encore tout à fait. Pour nous, on termine une première étape avec ces tests. On aimerait justement massifier les tests pour identifier des éventuels freins ou limites, comme le suggérait monsieur. Donc voilà, pour nous, il y a encore une phase d'approfondissement de la méthodologie, d'élargissement des expérimentations qui seraient vraiment les bienvenues, avec un concours public peut-être plus important pour massifier. Merci à tous les deux. On passe à la troisième et dernière. Alors, on peut peut-être la laisser pour la fin, en fonction du temps restant, parce que pour laisser le temps pour la troisième présentation. Alors, on passe avec la Banque des Territoires, qui joue un rôle clé de financeur public dans la transition écologique. Donc, Bastien Champion, vous allez nous présenter le prêt Gaïa, qui soutient les opérations de renaturation et de sobriété foncière, notamment via un projet à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bon, c'est pas facile de prendre la suite parce que les projets sont vraiment passionnants et les actions concrètes. Alors nous, par rapport, on fait un métier relativement simple, c'est qu'on fait le financement. C'est-à-dire qu'ils font toute la partie difficile, qui dure longtemps, il faut prendre les décisions, et nous on arrive et il faut simplement délivrer l'argent pour faire le projet. Alors, c'est parfois un petit peu plus compliqué que simplement délivrer de l'argent, mais le cœur de ce que je voulais vous dire, c'est que nous, on fait des prêts au sein de la Banque des Territoires. Mon équipe fait des prêts. L'année dernière, on a fait près de 6 milliards de financement, principalement du secteur public. Et sur ces 6 milliards, il y avait 4 milliards pour la transformation écologique. Donc on a fait beaucoup de mobilité décarbonée, mais on a aussi fait des usines de production d'eau potable, des canalisations pour la bonne gestion de l'eau. Et parmi ces gros montants, en fait, et c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure, il y a des montants qui passent quasiment inaperçus, et pourtant on sait que leur impact, il est monumental pour les habitants. Et c'est typiquement tous ces projets de renaturation, les îlots de fraîcheur, c'est tous ces projets dont vous avez parlé, et sur lesquels nous, on se dit il faut mettre le pied au plancher pour accélérer. Et c'est pour ça que le cœur de l'activité de mon équipe, ce que je leur dis, c'est on accélère, on délivre le plus vite possible l'argent parce que depuis longtemps, le projet il est en gestation. Donc toute notre mission, c'est de vraiment cibler les projets et ensuite les financer. Parmi pas mal de financements possibles, en fait, on arrive à financer vraiment beaucoup de choses et à partir du moment où c'est vert, on peut financer à 100% et à des taux qui sont aujourd'hui canons. On utilise le livret A, c'est pour dire aussi qu'on utilise la ressource du pays pour le bien du pays, ce qui fait que les intérêts payés par le projet reviennent dans la poche des citoyens. Donc c'est un cercle assez vertueux de la finance et on est heureux d'utiliser le livret A et de le mettre à profit du pays. Donc parmi l'ensemble des financements possibles, on en a un qui s'appelle le Gaïa. Alors c'est un très joli nom et vous imaginez ce que l'on cible, c'est le foncier.
Ce financement-là, il a 4 cibles. La première cible, c'est pour construire du logement social. L'idée, c'est de donner le moyen aux communes ou aux acteurs du logement social de préempter des terrains pour construire du logement social. Le deuxième, c'est les friches industrielles. Qu'on puisse, nous, pays, avec des acteurs dynamiques, on finance ces acteurs dynamiques pour qu'ils puissent préempter les friches, démolir, dépolluer, pour reconstruire éventuellement de l'industrie, pour réimplanter de l'industrie, mais aussi pour d'autres projets. Donc on va financer de la dépollution. Le troisième volet, c'est la redynamisation. Et c'est exactement les projets que vous montriez tout à l'heure, avec des grands parkings. Et on se dit, on peut faire beaucoup mieux aujourd'hui. Et du coup, l'idée, c'est de financer. On retire les parkings, on remet du verre et on construit plus intelligemment pour utiliser la surface et éviter d'aller artificialiser à côté. Ça, c'est la redynamisation. Et le quatrième, c'est la renaturation. On imagine des communes qui viennent et qui achètent un terrain et qui se disent on n'y touche plus. Il a été pollué, on va le dépolluer et on va replanter dessus. Ça, c'est le quatrième volet, renaturation. Et c'est ce que je vais vous illustrer juste après. Voilà, c'est Saint-Jean-Cap-Ferrat. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, j'y suis pas allé, mais ça m'a donné envie d'y aller. Je vous ai préparé quelques photos, ça fait rêver en fin de journée. C'est au bord de la Méditerranée. Et ce que l'on a financé, c'est la commune. Elle a demandé à la SAFER de préempter le terrain. Ce terrain, c'est bord de mer, c'était des carrières avec, vous voyez, une forme de port sur lequel ils allaient chercher la roche, les charger sur les bateaux. Et cette zone-là a été abandonnée. La ville a dit, on préempte à travers la SAFER et après on va acheter. L'ambition, c'était de préserver cette zone-là. Le calendrier, on a essayé de faire très vite. Le prêt, il a été accordé en juillet 2024. L'acquisition, elle a été faite à la fin de l'année et le début des travaux sont pour l'année prochaine. Mais le terrain est sécurisé. Alors pourquoi c'est un enjeu ? Parce que, alors si vous connaissez Saint-Jean-Cap-Ferrat, mais personne n'a levé la main, sinon vous auriez pu nous en parler, mais c'est une zone qui est très dense, c'est une zone très touristique. C'est proche de Monaco, c'est une zone qui est assez riche, il y a beaucoup de maisons secondaires, environ 50% des habitations, une forte pression à la construction, parce que c'est très joli. Une forte activité touristique, donc l'envie de faire des hôtels un peu partout aussi. Et en même temps, le littoral, il est vraiment classé espace naturel. Là, il y a cette zone de quasiment 3 hectares de friches. Et l'idée, c'est d'aller développer des projets vertueux. Alors, on peut aimer, c'est joli. En fait, c'est un artiste qui a fait les tags dessus. Mais l'idée, c'est quand même de revenir à un état beaucoup plus naturel de la zone. Et donc, notre prêt Gaïa, il vient sur 30 ans à un taux très compétitif. C'est livret A plus une marge de 0,60. Et on a financé 4 millions d'euros. Voilà. Donc les grands axes, c'est que, je ne vais pas revenir en arrière, mais il y a 2-3 endroits, il y a des petits bâtiments qui ont été laissés à l'abandon. L'idée, c'est qu'on va financer la destruction de ça. Ensuite, développer une activité agricole modeste, mais autour de l'apiculture et aussi développer des parcours de sport et de santé sur la même zone. Valoriser le littoral pour la commune. Et puis préserver les espèces qui sont déjà présentes. Et il y a aussi un volet sur la bonne gestion de l'eau. Voilà, j'ai essayé de faire vite. Alors, je vais commencer par une question. Comment les collectivités peuvent-elles activer un prêt Gaïa ? Et vous, comment vous évaluez la valeur écologique d'un projet avant de financer ? Alors, quand c'est une commune, parce que c'est quand même nos principaux clients sont les communes, les départements, les régions, donc c'est vraiment les collectivités, mais on peut financer des privés, on peut financer des projets qui vont aller dépolluer avec des acteurs privés. Mais ce qui se passe, c'est que nous, on part du principe que quand la commune, elle a besoin de financer, ça veut dire qu'elle a déjà fait une grosse partie du travail, ce que je disais en introduction. Donc nous, l'idée, c'est de s'appuyer au maximum sur ce qui a été fait, analyser sur les études en place pour se donner confiance et débloquer le financement. Sur cette base-là, nos critères, c'est vraiment les 4 volets que je vous ai mentionnés au début. Si on rentre dans ces axes-là, on déroule et on peut financer à 100%. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Question à la table. Oui,
C'est pour le sujet ou pour le précédent? Oui. L'Institut de transition foncière. D'accord, bon, peut-être on termine, désolé, mais on va terminer avec les questions concernant cette présentation. Est-ce que la Banque des Territoires pourrait utiliser le bilan d'opération de transition foncière pour choisir entre les projets qu'elle finance? Oui, alors on en a déjà vu dans les dossiers d'ailleurs, mais en effet, c'est une très bonne idée. J'ai pris note là, en vous écoutant, et puis ça m'a rappelé des souvenirs parce que j'avais déjà vu, quand j'ai fait la formation IEDAT sur les sols, j'avais vraiment vu ça. C'est un superbe outil. Et en effet, ça permet de rationaliser est-ce que le projet il est vertueux ou pas. On le voit, on voit avant, après. Et donc c'est une super idée. On va pousser ça, on va se revoir, et puis on va pousser ça dans nos méthodes d'analyse. Oui, une question. Oui, alors 30 ans, c'est même facile pour nous parce qu'on va jusqu'à 60 ans. Nous, en fait, sur l'ensemble de nos financements, on cible le long terme. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire le boulot des banques commerciales. Si le client il a envie d'un financement à 15 ans pour de mauvaises raisons, on va le laisser, on va lui expliquer que c'est peut-être pas la bonne manière de faire. Mais en tout cas, on commence à 25 ans et on peut financer jusqu'à 60, 80 ans. Sur le foncier, on va à 60 ans facilement. Ce qui veut dire qu'une commune qui veut renaturer, si on est vraiment dans ce thème-là, on va lui dire, on vous le finance à 60 ans. Ce qui fait qu'en termes de budget, ça peut passer quasiment inaperçu pour la commune. Pas besoin d'augmenter les impôts pour aller préempter un terrain et le rendre à la nature. Donc ça, c'est un gros avantage, la durée. La durée et le taux, j'avais plutôt en tête des taux de l'ordre de 2,4% sur tout ce qui est Prévert, Banque des Territoires. Oui, alors on avait une marge. On a différents financements. Et la meilleure marge actuellement sur nos financements pour les projets verts, c'est 0,5. Le Gaïa, il est à 0,6 parce que c'est le Gaïa ciblé foncier. Mais on a en effet d'autres financements pour les projets eau, mobilité décarbonée qui peuvent descendre à une marge de 0,5. Et alors pourquoi vous vous dites 2,4 si on revient en arrière, parce qu'en fait à l'intérieur du 2,4 il y avait 2 qui était le taux du livret A et 4 qui était la marge. En fait nous c'est livret A+, donc on prend le taux de nos livrets A. C'est facile, c'est un index qui est accessible par tout le monde, parce que le livret A on en a tous, on connaît à peu près, il suffit de faire une petite recherche internet et on a son taux. Et on rajoute la marge de 0,6 pour le Gaïa, 0,5 pour des projets différents que du foncier. Sur le Gaïa, quand il y a un intérêt commercial, je pourrais être tout à fait transparent, là il n'y avait aucun intérêt commercial, donc on est resté à 0,6. Si par contre il y a des enjeux de redynamisation, c'est-à-dire que derrière il y a de la commercialisation du foncier, ce qui pourrait être le cas avec Altarea, on va veiller au bon équilibre de l'utilisation du livret A et la marge, elle passe de 0,6 à 0,8. Donc on est à 0,6 pour vraiment être plancher et pouvoir donner les moyens aux clients d'aller faire ces projets coûteux, mais qui ont peu de retour financier. Le retour par la nature, le bénéfice écologique, il est monumental, mais il ne se chiffre pas. En revanche, commercialement, quand en effet il y a des retours commerciaux, à ce moment-là, on essaye de mieux valoriser la ressource livret A et du coup on fait une marge à 0,8. Mais ça reste hyper compétitif. Aujourd'hui, on est 150 points de base, 1,5% sous les taux de marché. Et puis sur ces durées-là, c'est les seuls financements qui sont vraiment accessibles en fait. Alors, on prend la question de Madame au fond. Merci. Je voulais simplement revenir sur le calcul de la dette écologique. Donc, si j'ai bien compris, vous calculez la dette basée sur un devis, le devis de la renaturation. Enfin, je voulais juste comprendre un peu mieux. C'est exactement ça. Ça marche. Allô ? C'est exactement ça, voilà. On considère que, encore une fois, si on se place dans un cadre ZAN, zéro artificialisation nette, si on se place dans un cadre éviter, réduire, compenser,
à un moment donné, et d'ailleurs sur la question du timing, il nous arrive souvent de prendre le cycle de vie 60 ans qui se calque un peu sur les prêts Banque des Territoires, parce qu'on a entre autres testé sur des projets qui étaient aussi cofinancés par la Banque des Territoires, mais pardon, je ferme la parenthèse. Donc effectivement, l'idée c'est de se dire que dans un cycle de vie global d'une opération, ce qui aura été dégradé devra être restauré. Globalement, c'est ça. Et donc, encore une fois, l'idée, c'est d'éviter d'aller rentrer dans les débats sur combien coûte la biodiversité, typiquement. Et donc là, on est vraiment, en fait, l'idée, c'est d'avoir une méthodologie qui est pas tellement, enfin, qu'on peut pas tellement remettre en cause si on a. Alors, on pourrait demander plusieurs devis, par exemple, de plusieurs entreprises pour voir les variations, mais globalement, on va toujours être à peu près dans les mêmes fourchettes. Alors, ok, je comprends mieux la question. Ce qu'on entend par renaturation, c'est vraiment au sens de la loi climat et résilience. Donc, c'est aussi pour ça que j'insiste sur le cadre ZAN. Dans la loi climat et résilience, l'artificialisation, elle est définie comme l'altération durable de tout ou partie des fonctions du sol, qui sont les fonctions biologiques, climatiques, agronomiques et hydrologiques. Donc, quand on a une dégradation de ces fonctions, on est sur une artificialisation. Et dans le ZAN, donc zéro artificialisation nette en 2050, ça suppose qu'on puisse faire de la renaturation pour compenser une artificialisation. Et donc, à l'inverse, la renaturation dans la loi climat et résilience, c'est la restauration des fonctions biologiques, climatiques, hydrologiques et agronomiques des sols. Donc, nous, quand on dit devis de renaturation, on est vraiment sur le devis de refonctionnalisation du sol, de remise en état d'un écosystème fonctionnel dans le sol. Et c'est pas simplement on enlève une couche de bitume et puis on... Alors ça peut, après, on va rentrer dans les débats sur la renaturation passive, à long terme, ça peut fonctionner, mais bon, il y a quand même un petit travail du sol à réaliser. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour une des présentations ou pour les trois? Serge, je voudrais juste apporter des compléments. Ce qui vient d'être dit, en effet, la loi climat-résilience est venue définir l'artificialisation en prenant en compte les sols en 3D. C'est ce qu'on souhaite de tous nos voeux. Après, en effet, entre restauration, renaturation, etc., il y a beaucoup de pratiques et des sémantiques différentes qui sont mises derrière tout ça. Donc, je vous invite aussi à consulter. On vient de faire un travail de fond justement avec l'OFB, donc l'Office français de la biodiversité, et l'AFNO, donc avec les agences d'urbanisme, pour essayer de mettre vraiment un abécédaire derrière tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire renaturer? Qu'est-ce que ça veut dire restaurer les sols? Et il y a même un règlement donc, sur la restauration des sols, un règlement européen qui va bientôt sortir, et la directive européenne sur les sols aussi vient d'être publiée. Donc la question de la renaturation, de la restauration, en effet, est très complexe. Donc Madame a raison de les souligner. Mais il y a vraiment des dynamiques et des modèles économiques différents par rapport à une renaturation, restauration, etc. Donc dans la loi climat et résilience, on n'est pas dans la logique éviter, réduire, compenser, telle qu'on peut la pousser vraiment dans une logique de restauration des sols. Si je peux apporter un complément au complément. Précisément sur ce constat-là, on a développé, et en particulier avec l'ADEME, à l'Institut, un outil qui s'appelle le référentiel des techniques de renaturation, justement dans l'idée de clarifier techniquement, opérationnellement, qu'est-ce que c'est la renaturation. Et donc on a déjà un livrable intermédiaire qui est public sur notre site, et il est accompagné d'un outil d'aide à la décision pour accompagner les porteurs de projets dans la conception de leur projet de renaturation au sens de la loi climat et résilience, c'est-à-dire dans une visée multifonctionnalité des sols, dans l'idée d'avoir un vrai standard de qu'est-ce que c'est opérationnellement, techniquement, en phase chantier même, que la renaturation au sens du ZAN. Et donc l'outil sera public dans sa version finale, puisqu'il est aussi en phase test. On a toujours cette méthode de tester sur des opérations concrètes. Donc il sera disponible d'ici le mois de février-mars 2026 au grand public. Mais vous avez déjà la version texte en ligne. Madame, vous avez la... Oui, ma question était un peu globale en fait. Dans ces bilans d'opération de transition, donc vous intégrez un devis de travaux, donc un chiffre que vous mettez dans votre bilan. Donc
Nous, on est aménageur promoteur, donc on va avec notre bilan voir des financeurs du marché, hein, donc des banquiers du marché. Est-ce que vous avez l'intention de le tester sur ces financeurs de marché pour voir s'ils peuvent accorder, s'ils les regardent plus positivement, capables de faire des prêts plus intéressants ou pas, ou si ça fait partie des... C'était le sens de ma question à monsieur, à monsieur Champion. Alors, côté État, intérêt général, donc on fait notre petit plaidoyer Banque des territoires. On le fait aussi auprès de l'ANCT, qui a participé au financement du développement de l'outil, donc qui regarde ça aussi pour flécher justement ces financements sur des projets avec la moindre dette écologique ou le meilleur bonus, au contraire. On commence à en parler aussi effectivement côté banque privée. C'est un secteur qu'on approche de manière un peu nouvelle. Mais effectivement, ça fait partie des objectifs. Après, on en parle aussi aux collectivités, aux différents niveaux, parce qu'il n'y a pas que la Banque des territoires ou la NCT qui distribue des subventions ou qui attribue des marchés. Donc, on en parle aussi avec les différentes collectivités, que ce soit au niveau des régions, au niveau des communes, qu'elles puissent utiliser aussi ce bilan ou demander ce bilan. Et par ailleurs, parmi, je mentionnais tout à l'heure des amendements qui ont été déposés au moment de l'examen de la proposition de loi TRES, une idée qui avait émergé aussi de la part d'un des sénateurs à qui on avait présenté le projet, c'était que ça puisse devenir une pièce dans les études d'impact pour l'évaluation environnementale aussi. Alors, on doit conclure, mais vous pouvez peut-être échanger après. Donc pour conclure, ce que montrent ces 3 interventions, c'est qu'on dispose d'une véritable boîte à outils, parce qu'on a le service public Plus fraîche ma ville comme outil d'aide à la décision pour choisir les bonnes solutions. On a un modèle de bilan pour valoriser les sols et des instruments financiers de long terme pour rendre tout cela possible. Donc il s'agit de changer notre référentiel de valeur et considérer la sobriété et la biodiversité non pas des contraintes, mais comme une nouvelle économie de la valeur et comme un investissement structurant pour la résilience. Donc merci à tous les 4. Je vous invite à aller en amphithéâtre pour la keynote de clôture avec Jérôme Gauze, architecte urbaniste, général de l'État et directeur de l'INSA Paris Val-de-Seine. Donc merci.